principalement de l'état des discussions, des négociations concernant la classification des agents de direction. Et puis, ce sera l'essentiel du sujet. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions concernant ces négociations. On vous expliquera ce que l'UCAN se propose, comment nous réagissons, et puis donc le calendrier, les suites possibles. Et puis, nous aborderons à la fin un peu l'activité du SNADEOS à travers notamment le lancement d'une grande enquête, un grand questionnaire qui est actuellement en cours. Et puis, nous conclurons par les élections concernant la représentativité des syndicats d'agents de direction, élections à CPNI qui auront lieu au mois de novembre. Je vous propose sans plus tarder donc de commencer par les négociations, la situation en matière donc, de négociation concernant la classification des agents de direction. Alors, nous en sommes à 4 réunions. Ces négociations ont démarré au mois de janvier, le 23 janvier. Une autre réunion a eu lieu fin février, puis début avril, et puis fin mai. Et la prochaine a lieu le 9 juillet. Donc 5 réunions. Les 2 premières ont été des réunions un peu de diagnostic concernant la situation des agents de direction, en matière d'effectifs, en matière de rémunération, en matière de mobilité. Et c'est à partir vraiment de la 3e réunion qui a eu lieu en avril qu'on est rentré dans le vif du sujet. Alors le camp a souhaité, dans ces négociations, les découper en têtes de chapitre. Premier tête de chapitre, ça a été donc l'objet de la réunion d'avril, porté sur la classification des emplois d'agents de direction, pour comment parler, et des caisses. La deuxième réunion qui a eu lieu au mois de mai, fin mai, permettait d'avoir un petit peu les propositions de l'UCANS en matière de rémunération, de politique de rémunération et de structure de rémunération. Et les dernières réunions donc prévues sur juillet doivent évoquer notamment la question de la mobilité et des aides à la mobilité. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas une vue forcément globale. On commence à l'avoir maintenant, mais sur les premières réunions, on était vraiment par, on va dire, épisode. Alors, je vous mettrai en partage les PowerPoint de Lucans, parce que ça permettra de mieux comprendre ce qu'il en est au niveau de ces négociations. Simplement, introduction, nous sommes avec des réunions qui sont des réunions de négociation, mais j'aurais envie de dire, entre guillemets, le terme négociation, parce que elles reposent, d'abord, elles se font en même temps que les autres réunions de négociation concernant les autres classifications, celle d'employés cadres et celle de praticiens conseil. Donc, les 2 autres champs sont aussi concernés. Et la tutelle, les pouvoirs publics ont mis j'allais dire sur le marché, ont mis sur la table une enveloppe de 160 millions d'euros, qui correspond au double de ce qui avait été prévu lors de la précédente négociation il y a à peu près 2 ans. 160 millions pour les 3 classifications. Alors, on a su au mois de mai que les 160 millions seraient répartissés en 153 pour les employés cadres, 4 pour les agents de direction et 3 pour les praticiens conseils. Bon. Alors, ça veut dire à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose, hein, quand on dit 160 millions ou 4 millions pour les agents de direction. Mais au final, en regardant les propositions et puis les chiffrages, on s'aperçoit que c'est pas si important que ça pour pouvoir véritablement faire une classification attractive. Et on va vous expliquer quelles seront les propositions de l'UPANS. Donc voilà je dirais, le contexte. Ça veut dire que ce sont des négociations qui reposent sur un cadrage. On n'attend pas forcément des organisations syndicales qu'elles transmettent leurs propositions. Un certain nombre d'entre elles l'ont fait, hein, dont le SNADEOS. Nous, on avait fait ça dès octobre dernier, en présentant l'ensemble de nos propositions. Mais tout se passe finalement comme si bah voilà, la tutelle donnait un cadrage. À partir de là, l'UCANS définit sur la base du mandat qu'elle a reçu du COMEX un certain nombre de dispositions. On demande après aux organisations syndicales si en gros ça leur va, quoi. Et les marges de manœuvre pour pouvoir proposer sont très limitées, puisqu'à chaque fois, il y a 2 arguments qui ressortent, hein, dès qu'on précise que en gros le compte n'y est pas, et qu'on pourrait faire différemment et mieux. On nous dit d'abord qu'il y a aussi la classique des employés cadres, qu'on ne peut pas non plus faire pour les ADD ce qu'on ne ferait pas ailleurs. Et puis, bah, surtout, on se réfugie derrière soit le mandat du COMEX, soit surtout l'enveloppe des pouvoirs publics. Et c'est ça le gros problème. Le problème de fond de cette négociation, c'est qu'il y a un cadrage financier qui a été déterminé, qui est insuffisant. Et tout l'objet, ce sera d'essayer peut-être de l'améliorer
Et en tout cas, c'est un peu la bataille que nous avons. Alors, quelles sont donc ces propositions concernant donc cette classification? Je mettrai en partage les éléments là que nous avons. Euh, on est très clairement sur le premier chapitre apporté sur les grilles. Alors, ces grilles concernant donc les organismes, je vais essayer de vous mettre ça en partage, ça sera beaucoup mieux. Le temps de trouver, voilà. Normalement, vous devez l'avoir. Donc, voilà les propositions de Lucans. Donc là, c'est le dernier support, enfin le plus complet, entre guillemets, que nous avons eu. Le dernier qui permet de faire le point sur les propositions. Première donc proposition, la définition des emplois des niveaux hiérarchiques. Alors, nous avions émis une proposition pour que la classification, le positionnement des emplois d'agents de direction ne dépendent pas presque exclusivement de la taille des caisses. Actuellement, vous avez 4 catégories de caisses, et puis après, vous avez des niveaux, 4 niveaux. C'est comme ça que sont répartis les agents de direction, et les catégories de caisses, D, C, B et A, dépendent de la taille de la caisse. Donc, partant de là, on a quand même constaté qu'il y avait un certain nombre d'incohérences parce que, notamment des directeurs de petites caisses étaient moins rémunérés que des agents de direction de plus grandes caisses, et y compris pour d'autres ADD. Et dans une petite, entre guillemets, dans une petite caisse ou une moyenne caisse, on fait le même boulot qu'ailleurs, et parfois peut-être dans des conditions qui peuvent être un petit peu plus compliquées. Bon, c'était le premier point. Après, nous avons précisé qu'il y avait comme des changements. Depuis 2005, puis la précédente classification date de 2005, il y a eu quand même pas mal de fusions et de mutualisations qui ont eu des impacts sur le travail des agents de direction, hein, par des pilotages de fonctions nouvelles, par un travail de partenariat plus important. Bon, cela joue quand même, et même si Lucas considère que c'est un peu un match nul, puisque ce qu'on prend d'un côté, on le laisse de l'autre, il n'empêche que ça a quand même transformé un peu le métier d'agent de direction. Donc, c'est quelques exemples. Et nous avons souhaité aussi qu'on puisse davantage tenir compte en matière de ressources humaines, finalement, du champ de responsabilité, du niveau de délégation, du champ d'autonomie, pour pouvoir véritablement justifier le positionnement. Donc là, pour être très clair, on est moyennement satisfait, puisque la proposition de Lucans est très conservatrice. Au final, bon, vous voyez sur le tableau, Lucans maintient les 4 fonctions. Bon, en soi, ça, c'est pas gênant. Directeur, directeur comptable financier, directeur adjoint, sous-directeur, sur l'équivalent hein, côté féminin avec sous-directrice, directrice adjointe, directrice comptable et financier, directrice. Et donc, à chacun de ces emplois correspond des niveaux, un niveau 1 à 3 pour les emplois donc sous-directeur, 2, 3 des directeurs adjoints, 3 des CF et 4 directeurs. Donc ça, c'est sans changement et c'est toujours la proposition pour voir la volonté de l'employeur. Pour Lucans, en fait, les responsabilités supplémentaires peuvent être rémunérées par déjà des points supplémentaires qui existent dans le protocole. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Lucans est assez d'accord avec notre positionnement. Le seul problème, on va dire, c'était que ça nécessitait de faire un gros travail de fond, un gros travail de RH, on va dire, et que manifestement, Lucans n'était pas prête à le faire. Voilà. Donc, c'est un peu la raison de ce conservatisme. Ensuite, point très important, les catégories d'organismes. On a 4 catégories d'organismes. Vous le voyez sur la partie gauche du tableau, ABCD. Vous avez le nombre de caisses qui sont concernées, hein, toutes branches confondues. La nouvelle proposition faite par Lucans, alors vous voyez déjà que le nombre de caisses avec les fusions, les mutualisations a quand même bien baissé. Toute une époque où on était plus de 400. Alors en fait, le changement, c'est surtout la suppression de la catégorie D,
63 organismes, alors, ils ne disparaissent pas, mais ils ne seront plus en catégorie D, ils seront pour l'essentiel en catégorie C. Et en fait, il y a un système un peu de mouvement qui font que bah, voilà, 7 organismes vont rejoindre la catégorie A, 7 autres la catégorie B. Ce qui effectivement bon, aura à terme un effet sur les rémunérations, bien sûr, puisque les coefficients sont différents. Mais justement, la grande innovation, entre guillemets, c'est la suppression de la catégorie D, et vous verrez, qui fait que notamment les niveaux de coefficients des agents de direction qui sont en catégorie D sont maintenant mis au niveau de la catégorie C. Donc voilà, première grande proposition, on va dire, notable, cette suppression de la catégorie D. Deuxième proposition, enfin changement, donc vous voyez, suppression de la catégorie D, c'est la revalorisation des coefficients de fonction. Donc, dans les rémunérations, on a des coefficients d'entrée, des coefficients de sortie. Un coefficient de fonction, c'est le coefficient d'entrée. Vous avez sur ce tableau la situation actuelle, les coefficients d'entrée pour chaque niveau d'agent de direction, et vous avez donc sur la partie verte les propositions, les nouveaux coefficients qui sont proposés et l'augmentation de ces différents coefficients. Donc on voit que ça va en gros de 10 à 15 points en termes de coefficients de fonction. Alors, point très important, on a bien posé la question à Lucas, ce sont les coefficients de fonction, les coefficients de départ qui augmentent. Mais ça ne va pas se traduire par une augmentation de tous les coefficients de tous les agents de direction. Ce n'est pas parce que, je prends l'exemple, sur les 2C, on va augmenter de 15 points, que tous les agents de direction qui sont dans une catégorie qui sont en 2C, par exemple, vont avoir 15 points. C'est vraiment le coefficient du démarrage. Alors, effectivement, s'il y a un changement d'emploi, s'il y a une mobilité, quand on va postuler, je ne sais pas si on postule, si quelqu'un qui est en 2C postule sur un 2B, eh bien, il va bénéficier du 760 et pas du 747. Voilà. Là, le changement, effectivement, il est là. Donc, on est sur cette première proposition, 15 ou 10 points, vous voyez que c'est même moins que les points j'allais dire les points de compétence, les points d'évolution salariale, hein, qui sont au minimum de 20 et en moyenne autour de 26 dans l'institution. Sachant que la classification n'a pas évolué depuis 20 ans, bah, ça ne fait pas un très haut différentiel. Alors apparemment, sur les employés cadres, on est à peu près aussi sur ce genre de niveau. Donc là, on voit vraiment que c'est l'effet du cadrage de l'enveloppe, quoi. On en met juste pour que ça contienne, ça corresponde à l'enveloppe. Donc, c'est quelque chose d'assez insuffisant. Bon, ça va dans le bon sens que d'augmenter les coefficients, on ne va pas dire non, le contraire. Enfin, je rappelle qu'en 2005, quand il y a eu la nouvelle classification, tous les agents de direction avaient obtenu, hormis donc les relèvements de coef, une augmentation de leur coefficient, quelle que soit leur position, de 20 points. On n'en est pas à ce stade-là. Donc ça, c'est une des premières propositions en matière de rémunération. La deuxième, c'est aussi, alors ça c'est l'entrée, c'est le coef d'entrée, il y a le coef de sortie. Donc, proposition, c'est de relever le plafond de rémunération autour de 100 points, ce qui correspond à peu de choses près à 4 pas d'évolution salariale, hein, si on estime que c'est de 20 à 25 points. Donc, effectivement, vous avez ici les plafonds actuels et les nouveaux plafonds qui sont en gros 100 points supérieurs au plafond actuel. Alors, là aussi, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne initiative, on ne va pas dire le contraire. C'est bien de rehausser les plafonds, sauf que pour 40% des ADD qui ont plus de 55 ans, on peut peut-être douter qu'ils aient la possibilité de bénéficier pleinement du relèvement du plafond. Et on a un peu dit en séance, de façon humoristique, que c'était un peu le plafond des cathédrales, hein. Il est tellement haut qu'on risque peut-être pas de l'atteindre. Donc voilà, c'est une mesure là aussi qui va dans le bon sens, mais avant que les personnels de direction puissent en bénéficier, il va s'écouler un peu de temps. Et en plus, peut-être pas pour tout le monde. Et ça, quelque part, ça n'engage à rien, ce genre de mesure. Au final, et oui, plus qu'on se le met noir sur blanc, hein, ça n'en cache pas,
les mesures salariales, les mesures de rémunération concernant la classification ne vont concerner que 21 à 22% des agents de direction. Et leur coût est estimé autour de 1,2 million, 1,4 million. Je rappelle qu'on a une enveloppe globale de 4 millions, a priori. Donc, on se retrouve avec une proposition de classification qui, en termes de rémunération, va bénéficier à une minorité. C'est le constat que l'on fait, que d'ailleurs Lucas fait, hein, vous le voyez à travers ce PowerPoint. Alors, il y a d'autres propositions aussi qui apparaissent. Puisqu'on a d'autres éléments de rémunération, on a notamment les parts variables. Alors, je rappelle la proposition du SNADEOS. Il faut savoir que les parts variables, dans beaucoup de secteurs assez proches de la sécurité sociale, ou en tout cas correspondant à des fonctions de direction, on a des parts variables, entre guillemets, ou des primes de résultats, pour ça comme on veut, qui correspondent facilement à 2, 3, 4 mois de salaire. Généralement, c'est autour de 3 mois de salaire, la base de référence. Le pourcentage est sur 3 mois de salaire. Nous, on est sur un mois ou un mois et demi. Bon, c'est déjà ça. Enfin, c'est pas forcément toujours très, très important. Ça pourrait être plus. Donc, on avait fait cette demande d'augmenter sensiblement la base de référence. Et ben, Lucans, là aussi, c'est un goût de trop peu. Actuellement, la part variable est calculée en pourcentage du coef de fonction, coef de base. Et là, le changement serait de tenir compte aussi des points de la situation salariale de l'agent de direction et de tenir compte donc des points d'évolution salariale dont il dispose. Cela ferait augmenter pour Lucans la part variable de l'ordre de 14%. Alors, l'augmentation de la part variable, c'est comme pour le reste, ça va dans le bon sens, mais on ne peut pas dire que c'est une révolution et que c'est un changement sensible. En tout cas, par rapport à ce qui existe dans d'autres secteurs de la vie économique et pour des emplois de direction équivalents, on est nettement loin du compte et nettement loin de ce qui est proposé, sachant que vous connaissez les objectifs que nous avons les uns les autres avec les COG, la nécessité d'être performant. Ça fait pas cher le prix de la performance, on pourrait dire. Alors ensuite, c'est assez, on va dire, conservateur aussi. Il y a à peu près un petit quart des gens de direction qui bénéficient de points de responsabilité supplémentaires. Donc il est là aussi proposé d'augmenter, on va dire, la limite maximale d'attribution de ces points. Bon, c'est quelque chose qui, là aussi, va dans le bon sens, mais qui ne concerne pas non plus, vous voyez, ça concerne 332 agents de direction. C'est là aussi une minorité. Bon, donc c'est un élément, on va dire, supplétif, mais qui ne peut pas être central dans une négociation. Voilà donc les propositions, sachant que on doit avoir le 9 juillet le chapitre des aides à la mobilité. Donc on va avoir ce qui nous sera proposé. Bon, enfin, on a pu comprendre que là aussi, ça va pas forcément aller très, 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 très loin. Je rappelle qu'au niveau du SNADEOS, on avait émis l'idée, constatant parfois les difficultés de maintenir le pouvoir d'achat en cas de mobilité, qu'on tienne compte du coût de la vie, si je puis dire, notamment du coût de l'immobilier dans les villes où les mobilités se produisent. Je vais prendre un exemple. Prendre un poste à Annecy, c'est pas la même chose peut-être que Guéret ou, j'allais dire Dunkerque, connaissons bien Dunkerque, quoique les prix à Dunkerque augmentent. Et en fait, bon, c'est facile, il y a des moyennes nationales qui existent concernant le prix du mètre carré, et donc on peut voir des différentiels. Et c'est vrai qu'on avait proposé comme idée qu'on donne un différentiel qui peut donc bien sûr varier sur une durée déterminée aux agents de direction qui iraient dans des caisses, dans des lieux où l'immobilier est plus cher. Parce que sinon, souvent, l'effet de la promotion est quasiment gommé par le coût de la vie. Donc, on a cru comprendre que Lucan ne serait peut-être pas encore dans ce sens-là, on verra. Et on sera peut-être sur une indemnité de double résidence qui peut être légèrement augmentée ou avec une durée plus importante. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de précis sur le sujet. Alors, le calendrier, là, vous avez donc le calendrier des négociations. Donc, on peut dire que c'est à partir vraiment du 28 février, surtout du 9 avril, qu'on est rentré
dans le vif du sujet. 9 juillet, on verra ce qui se passera concernant la mobilité et l'accompagnement. Et Lucans nous a informé qu'elle attendait à l'automne, donc on ne sait pas si c'est septembre ou octobre, qu'elle nous proposerait tout simplement un projet de texte. Ce qui montre d'ailleurs le côté très cadré du truc, parce que il y a quelques réunions, les réunions sont très espacées. Quand on demande des réunions supplémentaires, excusez-moi l'expression, on se fait jeter. Donc vraiment, c'est très, très, très limité. Et voilà, Lucas nous fera ses propositions sous forme de texte à l'automne. On verra ce qui se passera à l'automne et ce qui sera proposé. Alors, la réaction du SNADEOS, vous l'avez cru comprendre, on est un syndicat responsable. Tout à l'heure, Léonard le disait. Comme on est responsable, on ne va pas dire que ça va dans le mauvais sens. Relever les coefficients, les plafonds, rehausser un peu la part variable, on ne peut pas être contre. Mais très nettement, c'est insuffisant parce que, alors même si c'est pas la même chose, mais bon, la valeur du point, vous savez, a joué les états stationnaires. Je rappelle un chiffre, la valeur du point depuis 2010 a augmenté de 6%, quand l'inflation était à 22 et le SMIC à 30%. Donc il y a eu une perte de pouvoir d'achat des agents de direction, c'est indéniable. Alors, on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais quand même, il y a eu une baisse notable. Et en même temps, comme dirait l'autre, on en demande plus. Je parlais des mutualisations, je parlais des COG, avec notamment les réductions d'effectifs qui ont continué. Je crois que le métier d'agent de direction n'est pas un métier de tout repos et que nous sommes les uns les autres forcément beaucoup sollicités. Donc c'est vrai que nous souhaitions et nous souhaitons toujours que cette classification soit attractive. Et quand on dit attractive, ça veut dire puisse permettre d'attirer des salariés de valeur qui ont envie de faire le N3S et d'être agents de direction, qu'ils puissent aussi être fidèles, parce qu'on peut aussi avoir des gens de direction qui vont dire finalement, moi je vais aller ailleurs, je vais aller aux hôpitaux, je vais aller dans la fonction publique ou dans le privé, peu importe. Donc, il y a un enjeu d'attractivité et de fidélisation qui est essentiel, comme pour aussi les classifications d'employés cadres. Ça, c'est indéniable. Et très clairement, par rapport à ça, on a dit même si ça va dans le bon sens, c'est pas suffisant. Vous avez vu 15 points pour les relèvements de fonction, 14% de part variable. Quand je vous ai donné le chiffre d'évolution de la valeur du point, on a déjà tout perdu avant, quoi. Enfin, ça ne compense pas du tout. Et c'est pas, ça récompense pas le mérite et la performance des agents de direction. Et c'est surtout ça qui est grave. C'est-à-dire que nous, on le reçoit un peu comme une forme de mépris de la tutelle, qui nous donne des cacahuètes, des miettes, mais qui ne reconnaît pas vraiment la fonction d'agent de direction d'une structure qui assure la cohésion sociale. Et de plus en plus, on en aura besoin. Quand on voit l'argent qu'on brasse et les responsabilités que l'on couvre, on peut dire quand même que c'est assez cheap, quelque part. Alors par rapport à ça, bon, on va attendre d'avoir la fin des réunions. On n'a pas manqué à chaque stade de réunion de signaler nos réactions et notre position. Vous avez pu le voir dans nos comptes rendus, sur notre site Saneos et sur le LinkedIn, qu'on n'a pas rabâché les mots. On a interpellé lors des réunions INC où nous avons toujours la présence des directeurs généraux, justement les directeurs généraux, sur la nécessité de revoir un peu les masses financières pour la classif. Alors, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui nous avait choqué, je crois que c'était au mois de février ou mars, on était tombé sur une vidéo YouTube de l'EN3S. Il y a eu un colloque qui réunissait les 4 directeurs généraux des caisses nationales, des principales caisses nationales, qui disaient tout le bien qu'ils pensaient de la fonction d'agent de direction et du métier d'agent de direction. Que c'était un métier formidable, que nous étions des gens formidables et précieux. Enfin bref, c'était formidable. On était très heureux de leurs commentaires. Mais le problème, c'est que c'était des mots. Donc, on les a interpellés à chaque INC, donc la retraite, la famille, la maladie, le recouvrement, pour leur dire, Monsieur le DG, on vous remercie de vos mots, mais on aimerait que ça se concrétise de façon plus matérielle. Et c'est parce que c'est pas le cas actuellement. Parce que si c'est pas concrétisé très clairement, eh ben ça
ça ressemble un peu à de l'hypocrisie. Donc c'est bien de nous caresser la manche là, mais voilà, il faut mettre les actes en adéquation avec les mots. Donc on n'a pas manqué de leur dire les yeux dans les yeux. Hein, on était, je crois, le seul syndicat à le faire. Et puis on s'est mis également dans une démarche. On a rejoint et on est même très très initiateur, très acteur d'une démarche intersyndicale parce qu'en fait, pour faire bouger les choses. À ce stade, vous avez vu ce qu'il en était. Il faut s'adresser aux tutelles, donc le COMEX, parce que bon, lors des réunions avec Madame Bertin, directrice de l'UCANS, Madame Bertin a un mandat, elle est dans son rôle, mais on voit qu'il faut aller au-delà. Donc nous nous adressons au président du COMEX et nous adressons à la tutelle, au directeur de la sécurité sociale, car ce sont eux qui, effectivement, au final, assurent ce rôle de tutelle. Donc nous sommes constitués, tous les organisations syndicales d'agents de direction en intersyndicale. Une intersyndicale d'agents de direction, c'est suffisamment rare pour le souligner. Nous avons fait des déclarations communes. Il faut savoir que même dans les réunions de négociation, parfois il y a des suspensions de séance. Et puis, là, tout dernièrement, vous pouvez le voir sur nos publications, on vous affiche les lettres. Nous avons adressé au président du COMEX et au directeur de DSS une demande d'entretien sur le mois de juin. On espère qu'ils vont vite y répondre pour qu'on puisse évoquer cette situation et ce blocage, puisqu'on est comme dans une situation de blocage, compte tenu des masses financières qui sont nettement insuffisantes. Donc ça, c'est l'actualité, je dirais, en termes de négociation. On n'est pas encore à ce stade de nouvelles. Donc, vous voyez, la prochaine étape, c'est le 9 juillet. Donc, nous y serons. On va voir ce qu'on nous dira sur la mobilité. Hein. Nous avons des propositions, donc on va les porter, on va les défendre. Et puis, nous verrons ensuite ce que Lucas nous dira sur la suite. Le feuilleton est loin d'être terminé, mais c'est vrai qu'objectivement, même je vous dis, s'il y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens, c'est nettement suffisant et surtout, ça ne permet pas à tous les agents de direction de voir une amélioration de leur situation. C'est pas une grande réforme, hein, c'est des petits ajustements finalement hein, quand on regarde. Hein, la classification, la grille, la taille de caisse reste encore fondamentale, les fonctions n'ont pas évolué, on supprime que la catégorie D, on relève pas tous les coefficients. Donc voilà, c'est vraiment pas une révolution, c'est vraiment pas un travail. C'est-à-dire que après 20 ans, on aurait pu estimer qu'on aurait pu travailler à une classification de longue durée qui tient compte de tous les enjeux et de toutes les évolutions. Et en fait, on est sur des mesurettes, finalement une série de petites mesures ouais, qui vont dans le bon sens, mais qui améliorent, mais pas radicalement, on va dire, pas fondamentalement. Donc, c'est un peu tout ça pour ça, quoi. Et j'aime bien cette expression, il y a un goût de trop peu qui est quand même un petit peu désagréable. Et on aimerait que l'assiette soit quand même mieux remplie, quoi. On le mérite. Et je pense que quand on voit d'autres secteurs de la vie économique, où parfois l'État très vite envoie des chèques, bah, on ne sait pas nous. Alors, c'est vrai que la sécurité sociale, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de train. Nous, on a une conscience professionnelle qui fait que on va pas paralyser l'activité des caisses, hein, très clairement. Hein, les assurés, quels qu'ils soient, les allocataires, les cotisants, doivent pas être impactés par ces négociations, ça c'est clair. C'est sur ses responsabilités. Mais bon, il faudra peut-être, le moment venu, réfléchir peut-être à une forme d'action qui, sans nuire au public, pourrait peut-être aussi un peu perturber la tutelle. Enfin, on verra comment ça va évoluer. Donc voilà, à ce stade, ce que je voulais vous présenter à partir des principaux éléments de la classification. Je vous laisse la parole. Qui souhaite réagir? Oui, Benoît, je me permettrai de commencer par un complément sur la négo. Quand on fait le calcul, 1,3 million d'euros net par an pour 22% des ADD, ça fait une moyenne de 285 euros mensuels sur 12 mois. C'est pas mal, d'accord. Mais du coup, ma question, ça a été à Lucas, au bout de combien d'années 90% des agents de direction qui seront quand même pas partis en retraite
auront bénéficié de ce relèvement des coefs. Lucas a dit qu'elle ne pouvait pas faire le calcul. Moi, je pense que le calcul était faisable, mais qu'il était indécent de l'afficher, parce que ça voulait dire que 90% des agents de direction qui seront toujours présents bénéficieront de ces coefficients dans 6, 7, 8 ans. J'exagère peut-être, mais ça montrait bien le côté inavouable de cet aspect remise à neuf des coefficients. Donc, franchement, je ne vois pas comment, avec un montant si faible, on pourrait avoir une classif acceptable. D'autant que, bon, nous n'avons pas fait un cheval de bataille, mais c'est 4 millions d'euros au global pour la classif agent de direction, c'est déjà un écrasement des rémunérations, puisqu'il a été calculé par la moyenne de deux moyennes. La moyenne des salariés, c'est-à-dire on divise la masse salariale, les 160 millions par 145 000, c'est CDI, et puis la moyenne par rapport aux masses salariales réparties en trois, celle des employés cadres, celle des praticiens conseils et celle des agents de direction. Vous voyez bien que mécaniquement, cette moyenne de deux moyennes, elle nous pénalise. C'est-à-dire que le résultat, ce sera bien un écrasement supplémentaire des rémunérations. Et on voit que c'est dans le temps, c'est dans l'esprit du temps. Il faut faire dans la démagogie pour calmer les troupes un peu partout. Donc, franchement, je ne vois pas à ce jour, sans un relèvement significatif de ces- cette masse octroyée, je ne vois pas comment on pourrait arriver à une signature. J'aimerais bien, hein, mais si l'intersyndicale marche bien, c'est parce que nous ne voyons aucune possibilité de nous en sortir à ce stade. Euh, je crois que les échos sur les deux autres classifs sont un peu identiques, puisque là aussi, le système de la fongibilité fonctionne, c'est-à-dire que dans le relèvement des coefficients, eh bien, vous y perdez ce que vous avez déjà acquis par rapport au plancher antérieur. Fongibilité, c'est quelque chose de défendable, mais pas dans toutes les circonstances. Et là, ça passe pas. Désolé. Voilà, ben j'en ai pas plus. J'en dis pas plus. Qui souhaite intervenir pour vous poser des questions, réagir concernant cette négociation? Moi, je vais peut-être dire un Voilà. tout petit mot, mais je voudrais pas que voilà, monopoliser la parole au Sénat des Hausses. Mais euh, moi, j'ai tendance souvent à dire quand je me compare, quand je m'observe, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Et c'est vrai qu'on le fait souvent hein, quand on regarde nos résultats aux indicateurs, quand on regarde comment fonctionne telle caisse par rapport à une autre, tel réseau par rapport à un autre. Et là, malheureusement, c'est que quand je m'observe, je m'inquiète quand je regarde les classifications des agents de direction, et quand je me compare, je m'inquiète encore plus. Pourquoi? Parce que il y a une grande réforme dans la fonction publique avec la création du statut d'administrateur civil qui réunit peu ou prou plus de 4000 hauts fonctionnaires et qui a en moyenne permis à l'ensemble de ces hauts fonctionnaires d'avoir une augmentation de 20% de leur rémunération et d'avoir des parts variables très importantes aux alentours de 3 mois. Vous avez même les préfets qui ont une part variable sur 5 mois de salaire. Les directeurs d'hôpitaux aussi, qui vont rejoindre petit à petit les mêmes règles que les administrateurs civils. Les commissaires de police également, qui petit à petit voient leur rémunération augmenter. Et on a l'impression que malheureusement, ce qui a été compris pour les hauts fonctionnaires par l'État ne l'est pas compris pour les agents de direction de la sécurité sociale, qui pourtant ont montré leur savoir-faire au moment notamment de la crise sanitaire où on avait vraiment besoin de nous. Et là, on avait notre ministre Véran qui, en webinaire devant tout le monde, disait vous m'avez épaté, vous êtes formidable. Encore une fois, on aimerait que ces paroles se traduisent en de la rémunération, parce que sinon, ça finit par être méprisant, et c'est ce que nous reprochons, et c'est ce que je reproche personnellement à cette classification, à cette proposition actuelle.
elle n'est vraiment pas à la hauteur, même si je rejoins Benoît, il y a des pistes intéressantes, mais c'est vraiment pas à la hauteur. Et la clé, je pense, pour que tous les agents de direction puissent bénéficier d'une augmentation de salaire, c'est de travailler les parts variables. Et nous, on demande le doublement ou le triplement des parts variables. Et vous voyez que quand on nous propose 14% d'augmentation de la part variable, on est vraiment, vraiment, vraiment très, très loin de notre revendication. Et c'est ce qui est, pour moi, le point le plus bloquant actuellement. Est-ce que d'autres participants souhaitent réagir ou poser des questions sur ce sujet? Oui, c'est ce que j'avais dit, hein, qu'on en avait partagé la dernière fois. C'est vrai que l'augmentation de la part variable, ça semble être un levier qui pourrait être compris aussi, parce que c'est pas forcément une mesure dite automatique et c'est indexé sur la performance. Donc, je pense que c'est une piste intéressante. Après, il faut voir si elle a l'oreille aussi de l'employeur. Mais pour moi, enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de très pertinent. Ouais. Et c'est bien justement notre attention, c'est-à-dire je pense qu'on est sans doute le seul syndicat d'agents de direction à l'évoquer aussi clairement et avec en tout cas, comme le disait Léonard, le doublement, le triplement. Parce que beaucoup de syndicats qui sont aussi représentés dans le champ employé cadre n'aiment pas ce qu'ils appellent la individualisation des rémunérations. Mais bon, c'est une réalité. Quand on est sur des salaires relativement élevés, des responsabilités importantes, ça fait partie, ça a un salaire très très essentiel. Donc, c'est pas normal, effectivement, que des dirigeants de structures publiques ou parapubliques aient des niveaux de primes d'un tout autre niveau que le nôtre. Enfin, il y a un décalage qu'on ne comprend pas et qui ne se justifie pas au regard de nos missions et du rôle essentiel qu'on joue, quoi. Alors, c'est pas pour se mettre de la pommade, mais moi, j'aimerais bien que la tutelle imagine ce que seraient des caisses sans agent de direction. Enfin, je ne voudrais pas l'imaginer, mais si les caisses notamment ont tourné durant le Covid, si les caisses tournent et font le job, améliorent leur performance, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire auprès notamment des parlementaires, c'est le cas pour ça vient de tout le personnel, bien sûr, mais c'est parce qu'il y a à la tête de ces caisses des dirigeants, des agents de direction qui, dans un univers contraignant, arrivent à améliorer la performance et la qualité du service. Et d'ailleurs, on continue, pendant que ces négociations avaient lieu là, depuis janvier, on a continué au niveau de l'équipe du SNADEOS à rencontrer des parlementaires, des députés, des sénateurs qui sont pour la plupart membres de la commission des affaires sociales et généralement des gens de très bon niveau, hein, qui sont souvent rapporteurs dans ces assemblées ou vice-présidents. On en a rencontré une demi-douzaine sur cette période et tous ont, à des titres divers, soit en voyant le ministre, soit en adressant des questions écrites, interpellé les pouvoirs publics sur cette situation et sur la nécessité de permettre d'avoir des classifications et des politiques de rémunération qui tiennent compte du mérite, de la performance des personnels, hein, pas que des agents de direction, parce qu'on a aussi parlé de tout le monde, mais notamment des agents de direction. Donc, on a poursuivi aussi ce travail de lobbying, parce qu'on voit bien que, je dis Lionel, on se heurte à une forme de technocratie comptable. Voilà, je mets tant d'argent, et puis pas plus, et on fait des additions, et je mets un peu là, un peu là, un peu là, mais il n'y a pas de démarche RH. Donc c'est ça aussi qui pose un vrai problème. Donc c'est du saupoudrage de mesures, histoire de vous faire peut-être patienter, mais dans 5 ans, le problème reviendra. Donc oui, peut-être qu'on ne signera pas, peut-être que on verra comment ça va évoluer. En tout cas, bon, pour l'instant, on n'est pas très enthousiaste. Mais bon, les réunions ne sont pas terminées. Hein, comme dirait l'autre, tant que le match, on n'a pas sifflé la fin du match, il y a encore les arrêts de jeu. Il peut se passer des choses. Mais voilà, pour l'instant, c'est mal engagé et on va rester en tout cas tenace. Alors, on en parlera rapidement tout à l'heure, mais nous avons lancé un questionnaire auprès des agents de direction en évoquant notamment un certain nombre de thèmes, de sujets qui touchent à la classification, concernant les thèmes, concernant les propositions.
Et ce questionnaire auquel un agent de direction sur 6 de l'institution a répondu nous a conforté dans nos propositions. Quand tout à l'heure Léonard parlait de la part variable doublement, triplement, je crois que les 3 quarts des agents de direction ont souhaité, ça rejoint ce que disait Jean dans son intervention, la grande majorité des agents de direction sont tout à fait d'accord avec cette proposition. Il la trouve tout à fait normale. Donc, on va aussi s'appuyer là-dessus, sur ce questionnaire. C'est pour ça que c'est important que le maximum d'agents de direction répondent à ce questionnaire et fassent part de leurs remarques, pour que nous, vis-à-vis de la tutelle, on puisse avoir cette force pour pouvoir essayer de faire évoluer les lignes. Alors bon, on est réaliste, hein, on va pas, on sait bien qu'il y a des contraintes et qu'on va tout changer, mais euh, comme quand je prenais cette expression tout à l'heure, en même temps, on nous sert au niveau de la sécurité sociale, on nous a serré la vis sur le plan de la rémunération depuis des années, hein. Quand on fait des négociations sur la valeur du point, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de cadrage, il n'y a rien qui vient de la tutelle, et donc au revoir, monsieur, dame. Donc c'est bien parce que vous rendez à Paris en train, vous avez plein d'espoir, et puis vous revenez, il n'y a que dalle. Voilà. Donc pour l'instant, la valeur du point, je confirme, Lucans, on interroge Lucans tous les mois hein, sur le sujet, mais Lucans nous a dit que pour l'instant, la tutelle n'avait pas transmis de cadrage sur une évolution de la valeur du point. Donc, je pense que pour l'instant, 2024, c'est mal parti. Et nous aurons une négociation ou une réunion plus exactement en décembre, mais qui portera sur 2025. Donc, je crains que si on laisse la tutelle comme ça, on soit encore sur une année blanche. Ce qui vous montre d'ailleurs que les mesures de rémunération de la classif sont encore bien insuffisantes, parce qu'il n'y a même pas la valeur du point pour assurer le minimum par rapport à l'inflation. Donc, il y a un vrai problème d'attractivité et tout simplement de reconnaissance. Je pense que tout travail mérite salaire. Les agents de direction ont fait des sacrifices avec le N3S pour être agent de direction. Quand ils font de la mobilité, la cellule familiale en prend un coup aussi souvent. Ils ont des emplois pas évidents. Il y a des responsabilités nouvelles, hein. Vous savez que le champ de la responsabilité personnelle a été étendu aux agents de direction. Donc, voilà, les conflits d'intérêts, les erreurs de gestion. Enfin bref, on est quand même mis sous contrôle, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pas un fleuve de tout repos. Et bah, ok, on a des charges de travail, on a des responsabilités, on les accepte, on en est fier, mais on n'a pas la rétribution, quoi. On n'a pas la petite carotte, on n'a pas le Et, biscuit. et est-ce qu'on peut te poser une question, Bien Benoît? sûr, bien sûr. Bon, on comprend bien votre démarche, on comprend bien la situation de blocage que vous nous exposez, forme d'impasse, quoi. Et d'un autre côté, vous dites que les leviers d'action sont limités à l'heure actuelle, en fait. Donc, il y a les interpellations que tu as soulignées vis-à-vis du DSS et de la directrice de Lucans, Correct. du COMEX. Mais bon, donc là, on est un peu dans l'impasse. Enfin, on est dans la nasse, quoi. Et en même temps, tu dis que vous hésitez à signer. Non, Non, non. Alors, il y a méprise. Désolé, j'interviens. Il y a méprise. À cette heure, il est impossible de signer. Et je pense que c'est le même raisonnement pour les 4 autres agents et les 4 autres syndicats qui sont présents. C'est impossible de faire avaler quelque chose qui soit aussi indigeste, clairement. alors, Sincèrement, c'est pas une position électoraliste en se disant le premier qui signe, il est mort par rapport aux élections de fin d'année. Non, c'est que c'est, désolé, franchement, indigeste. non, mais moi, c'est juste que je ne, je, si vous nous y conviez, c'est parce que juste pour comprendre, en fait. Oui, C'est juste pour comprendre. Euh, Si aujourd'hui on n'a pas de levier d'action, euh, qu'est-ce que nous amène la non-signature? alors, prétendument, la perte des 160 millions ou enfin, des 4, Non, pardon. mais voilà, Moi, j'y crois pas. je parle pas pour la branche. Moi, je parle juste pour les agents de direction.
Je parle pas pour les employés cadres, c'est notre sujet. Non, Voilà, bon. Je parle désolé, juste pour les là, agents de direction. Je souscris le raisonnement totalement est à faux. l'exposé qui a été fait, totalement, qui est de dire que les mesures sont très sensiblement insuffisantes. Et Benoît a dit tout à l'heure presque méprisantes. Mais j'ai entendu aussi que, bien que vous osiez prendre la parole en INC, en face à face avec les DG, que vous vous exposiez, vous preniez des risques et que vous soyez présent sur les réseaux sociaux, euh, il y a voilà, peut pas se passer beaucoup de choses. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'amène la non-signature. Alors, Par principe, j'y souscris, hein, je m'alignerai, oui. mais c'est juste Hein, pour comprendre. alors, je précise, il ne s'agit pas que de nos 4 millions, puisque la directrice de l'UCAS nous l'a dit, nous a confirmé ce qu'on avait compris, c'est que s'il n'y a pas d'accord sur la classif à employé cadre, il y aurait beau avoir un accord pour la nôtre, il n'y aura pas d'agrément de notre classif. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde, nous sommes derrière les troupes, le gros des troupes, et nous ne pourrons pas être une avant-garde éclairée. Donc déjà, il faut remettre bien les pendules à l'heure. On peut faire un super accord pour les ADD. S'il n'y a pas d'accord pour les employés cadres, nous devrons nous y asseoir dessus. C'est Ça, raide, mais réglement- à ça, entendre, mais ré- c'est... ça, réglementairement, si on ouvre une négociation, je ne vois pas comment tu peux pas la mener à bout, étape par étape. C'est réglementairement, en termes de texte, ça peut être une question de principe de la directrice de Lucas, mais ça peut pas être, c'est pas la loi, ça. En fait. C'est pas Ils la s'en foutent de la réglementation. loi. La tutelle s'en fout pas mal du droit du travail. Mais il faut Ah, être lucide. Ça nous a été dit. Mais non, mais c'est comme ça. C'est de quand la même. démagogie. Si on Ouais. ne satisfait pas le gros des troupes, eh bien, il n'y aura pas d'accord pour les ADD. Je pense qu'il n'y aura même pas d'accord non plus pour les praticiens conseils. C'est comme ça. Ça, c'est pas écrit, mais c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Et pour nous aussi, négociateurs. Hein. On peut faire quelque chose, un travail magnifique. S'il n'y a pas d'accord pour les employés cadres en parallèle, nous n'obtiendrons rien. Donc, c'est bien les 160 millions qui sont en jeu et pas que les 4. C'est scandaleux, on peut le dire et l'écrire, mais ce sera comme ça. Hein. C'est garanti. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on y perdrait? Moi, à mon avis, on n'y perdra pas la totalité, parce qu'on connaît nos gouvernants, quels qu'ils soient, ils seront assez lâches et assez démagogues pour nous laisser la moitié des 160 millions, 80, sous une forme ou une autre. On les connaît. Il y aura encore du saupoudrage de coef un peu partout pour tout le monde. Donc, ce chantage en nous disant soyez sages, les enfants, c'est à prendre ou à laisser. Donc, soyez bien disciplinés et venez vite signer. À mon avis, c'est un chantage qui, d'une part, n'est pas légitime, bien sûr, mais ne sera pas tenu. Ils n'auront pas le courage de repartir en ne rien nous laissant sur la table. Voilà. Mais tu, Enfin, tu, tu réponds, c'est mon tu avis. réponds pas du tout à ma question, en fait. Tu me dis ce que pensent les autres, tu me dis pas pourquoi nous, on signe pas. Tu m'expliques depuis tout à l'heure pourquoi les autres, pourquoi il faut pas le faire, mais tu me dis pas qu'est-ce que ça vous amène de pas signer. Bah, pour le moment, on ne peut pas, enfin Benoît, pour le moment, on ne peut pas se positionner sur une signature ou On une reste pas. non-signature, puisqu'on n'a pas la totalité du projet. Tout à fait. Ensuite, nous, à l'heure actuelle, pour ce que propose Lucas, on a dit qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, moi je l'ai dit, par rapport aux parts variables, c'est vraiment pas entendable, plus 14%. Donc il y a aussi les curseurs entre la mobilité, les coef, les plafonds de cathédrale et l'augmentation des parts variables qui est à discuter. Et c'est notamment ça qu'on mettra sur la table quand on ira voir le directeur de la DSS et le président du COMEX. Et c'est notamment ça qu'on va regarder avec attention également dans le questionnaire que vous pouvez toujours remplir. C'est quelles sont les priorités de la plupart des agents de direction. Et quand elles rejoignent, bien entendu, notre point de vue, on ne manquera pas d'appuyer là où ça fait mal et de dire que plutôt que de relever des plafonds, plutôt que de, etc., nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de la part variable. Donc on va essayer de faire changer les choses. Mais c'est très compliqué parce que on est avec une administration
qui n'a pas, l'habitude et qui n'a pas l'art de la négociation et du dialogue social. Et ça va de pire en pire avec les interlocuteurs que nous avons à Lucans. Et ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas, comment dire, imaginer que dans une négociation, le dialogue social fasse bouger légèrement les propositions d'employeurs. Ils sont sur une situation de fierté, ils sont contents d'eux, ils pensent que leur projet c'est le meilleur, et si on n'est pas d'accord avec eux, soit on est des abrutis contestataires, soit on est des imbéciles. Donc nous, ce qu'on va leur dire, c'est que, ok, très bien, ce que vous avez proposé, il y a des choses que je trouve intéressantes, mais il y a des curseurs qu'on veut voir bouger, et c'est ça la négociation, c'est ça le dialogue social, et c'est d'essayer d'avoir un accord gagnant-gagnant. À ce stade-là, les propositions du SNADEOS, elles ont été flattées. On a dit, ah, qu'elle est belle votre classif que vous pouvez retrouver sur notre site qu'on a publié au mois d'octobre. Elle était peut-être avec un curseur très très haut, hein, bien sûr. De toute manière, quand on rentre dans une négociation, il faut rien s'interdire. Mais force est de constater qu'il y a quasiment rien qui a été repris. Donc, on est flatté. On nous dit qu'on fait des belles classifs, qu'on est des très bons directeurs des ressources humaines, mais qu'à l'arrivée, c'est pas ça qu'on nous propose. Donc nous, on va essayer de faire bouger les curseurs, et on sait très bien que c'est pas à Lucans que ça va pouvoir se faire, malgré toute la bonne volonté des équipes de Lucans et d'Isabelle Bertin, notre collègue. On sait très bien qu'il va falloir taper plus haut, et c'est ce que nous allons faire. Et on garde espoir. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, la négociation est loin d'être terminée. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que dit Léonard, je pense que pour l'instant, le sujet, c'est pas de savoir si on signe ou si on signe pas, et qui c'est qui signe et qui c'est qui signe pas. Bon, le temps de la signature n'est pas venu. C'est pas le sujet. Pour l'instant, il faut avoir l'intégralité des propositions de l'employeur. On sait bien que dans une négo, il y a des choses qui vont pas, donc il faut parfois essayer d'aller voir ailleurs. Nous, on a au moins l'avantage, c'est qu'on a des canaux parlementaires, on a ces initiatives aussi intersyndicales, parce que si on arrive d'un point de vue tactique au niveau intersyndical à porter la même voix, et on a peut-être plus de chances que d'être entendu, donc c'est aussi important et il faut le saluer. Donc, comme lui dit Léonard, après ça se jouera sur les curseurs. Et c'est vrai que, pour ne rien vous cacher, la question de la part variable sera sans doute un élément important. Parce que nous, on raisonne sur la globalité. Et au final, le jour où on aura un texte, d'abord, il faudrait qu'on ait un texte pour savoir si on signe ou si on signe pas. Il faut avoir un texte, un protocole d'accord, un texte complet. Donc pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on verra quand on l'aura. On prendra le temps de l'analyser avec le sens des responsabilités qui nous caractérise. Et puis, on essaiera d'obtenir davantage, ces jeux de négociation. Il faudra aller voir la maison mère, donc forcément la tutelle. Après, il ne faut jamais dire jamais. Parce que vous savez, l'histoire de l'enveloppe des 160 millions ou 4 millions, quand Nicolas Grivel, le président du COMEX, en octobre de l'année dernière, au moment où on avait fait une intersyndicale qui avait généré une grève importante, il avait évoqué la question de l'enveloppe. Et il n'avait pas dit 160 millions, il avait dit 160 millions, voire plus. C'est-à-dire que sous-entendu, c'est une base et on le sait très bien. Il y a toujours une marge. Voilà, c'est comme quand vous faites des achats. Il y a toujours une possibilité de remise ou d'augmentation. Donc, on n'est pas dans le secret des yeux de la tutelle et de ses comptes. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais on voit bien que la tutelle est capable de donner de l'argent au contrôleur aérien ou à la RATP ou à la SNCF, parce ils ont des raisons peut-être politiques ou autres. Donc il faut qu'on arrive à montrer, et on le montre, et on va jouer notamment sur les parlementaires. Alors bon, il y aura de nouvelles élections, mais on continuera la démarche, et on espère que nos parlementaires seront toujours présents. Mais euh, on essaye de la tutelle de la prendre presque en tenaille. Puis il y a les parlementaires, quand on leur adresse ces courriers et les auditions, quand on s'adresse au directeur des caisses nationales, quand on s'adresse à la tutelle. Si on estimait que c'était foutu, ça ne sert à rien de négocier. Je veux dire, en ce moment-là, c'est pas la peine d'avoir des syndicats. Donc,
je ne veux pas dire optimiste, parce qu'il faut être réaliste, hein, on ne va pas vous vendre du rêve et on ne va pas vous dire que c'est Byzance. Donc à un moment, il y a un principe de réalité qui s'impose. Mais le principe de réalité, ce n'est pas un principe de défaitisme. On va poursuivre le combat. Nous sommes le 18 juin, je le rappelle. C'est un jour qui est un jour important, qui a une connotation. Bah, quelque part, le SNADEOS lance aussi son appel, hein, pour que Et, les négociations évoluent dans le bon sens et qu'on ait un classif attractif pour tous les agents de direction. Et oui, et, dites-vous bien une chose, on est là, on ne se fait pas plaisir entre nous, on est là pour porter la voix des agents de direction, pour porter je ne veux pas dire leurs revendications, mais en tout cas leurs besoins, et on le fait auprès de la tutelle et de tous les acteurs concernés. Et c'est là, justement, c'est presque une transition, que le questionnaire nous est fort utile parce qu'on voit ce que, entre guillemets, la base ADD perçoit et aimerait. Ils nous parlent de quelque part de de leur vie professionnelle et de leurs attentes. Et pour nous, c'est du billard, hein, c'est que de pouvoir le faire remonter. On est là, effectivement, pour porter ces demandes. Ce qui nous rassure, c'est qu'on n'est pas en décalage avec, effectivement, les attentes des agents de direction. Voilà. Donc, on verra, et hein, le calendrier, on verra la suite du feuilleton. un complément quand même essentiel aussi, c'est que bien sûr, avant de signer ou de ne pas signer, nous consulterons nos adhérents. Parce que nous pouvons avoir une vision déjà légitime à notre niveau, mais plus on élargit le cercle des opinions, mieux ça vaut. Donc, bien sûr que vous serez consulté pour un positionnement ferme et définitif du SNAT sur cette nouvelle classif. Bien, il est 18h36, on arrive bientôt au terme de webinaire. Donc voilà pour la classif, bien sûr, on vous en reparlera et on fera d'autres visios. On voulait aussi très rapidement donc évoquer le questionnaire des agents de direction et puis aussi donc les élections. Je vais laisser la parole à Lionel en 2 mots, Lionel, concernant le questionnaire ADD, pour simplement préciser donc il est toujours en cours. Oui, voilà. Alors, notre questionnaire court jusqu'à la fin du mois. Nous avons déjà, comme a évoqué Benoît, un très bon score de retour, entre 1 sur 6 et 1 sur 5 ADD qui a répondu. Une très bonne perception, puisque nous avons noté beaucoup d'indications de mails pour les contacts ultérieurs. Quasiment 2 répondants sur 3 ont indiqué un mail pour contact ultérieur. Et une bonne réception dans le déroulé lui-même du questionnaire, puisque on observe les mouvements, bien sûr, hein, les clics par le questionnaire pour chacun. On a vu que souvent, les répondants commençaient le questionnaire avec un pseudo, et puis quand ils trouvaient ça intéressant, ils reviennent pour indiquer effectivement qui ils sont. Ils reprennent ça au sérieux. Donc, nous avons fait un questionnaire vraiment professionnel, selon nous, et qui a une vision globale de toutes les questions professionnelles des ADD, et qui, je pense, permettra vraiment d'avoir une base solide pour argumenter, une fois qu'on aura exploité, bien sûr, sur des éléments comme le télétravail, la formation professionnelle continue, les conditions de mobilité, l'attribution des parts variables, un tas de problèmes concrets, quotidiens, et qui sont, hélas, souvent trop occultés, parce que ça roule sans faire trop d'éclat, donc on croit que il n'y a pas de souci. Non, euh, il peut y avoir aussi des soucis, comme par exemple le fait de se voir imposer le statut de cadre dirigeant, qui n'est pas spécialement avantageux à la Sécu au moins. Donc un tas de petits ou plus gros soucis qu'il faut mettre sur la table. Voilà, je pense que vraiment, on va avoir une base particulièrement solide. Nous pensons l'exploiter dans l'été et avoir des premiers retours début septembre. Oui, à peu près.
Oui, en fait, Léonard ou Benoît vont voilà, me rectifier, hein. c'est calendrier en fait, hein. C'est-à-dire que on va faire toute une relance là sur nos réseaux pour les gens de direction qui n'auraient pas encore rempli. Et le plus important surtout, c'est qu'on va prendre le temps de l'analyse parce qu'il est riche et nous nous engageons à en faire une restitution, un retour aux agents de direction donc, qui ont répondu, et puis ensuite aussi à tous les autres. Donc voilà, on va préparer ça après à l'automne. Et bien sûr, si au plus vous avez rempli ce questionnaire et que vous êtes intéressé, on ne manquera pas de vous solliciter. Bon, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais il est clair qu'il y aura un retour, c'est indispensable. Ce questionnaire, c'est le vôtre, hein, c'est le questionnaire de tous les ADD. Stadios l'a fait, mais c'est vraiment le questionnaire de tous les ADD. Donc, il doit pouvoir en bénéficier, en prendre possession et en voir toute l'analyse. Voilà. On va en terminer cette visio avec un petit mot sur les élections. Je vais laisser Léonard nous dire qu'est-ce qui va se passer pour les élections et quand est-ce que ça a lieu. Voilà, donc les agents de direction sont des très grands démocrates puisque sur la période quadriennale qui vaut pour calculer la représentativité des syndicats d'agents de direction, vous allez voter 3 fois. Et donc la prochaine fois que vous allez voter, cette fois-ci on espère bien que ce sera pour 4 ans définitifs et qu'on ne va pas voter comme ça très régulièrement, parce que c'est beaucoup de travail pour tout le monde, pour vous, pour Lucans. Ce qui est prévu, c'est un scrutin qui va s'organiser du 4 au 8 novembre à midi. L'après-midi, nous aurons les résultats. Donc, nous allons lancer campagne septembre et octobre et vous pourrez bien entendu choisir vos représentants. Alors, c'est une élection particulière parce que normalement, c'est une élection où vous allez élire des représentants pour une commission qui s'appelle la CPNI, la Commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective, qui est en fait une élection qui permet de calculer la représentativité, mais en réalité, la Commission paritaire nationale d'interprétation ne se réunit quasiment jamais. Mais vous allez élire vos représentants, puisque ceux qui vont être élus lors de cette élection seront vraiment vos représentants nationaux au niveau syndical. Et tout ça pour vous dire aussi que la dernière fois, nous avons eu assez peu de participants, puisque nous étions à peine 50% à avoir voté. Il est très important que tout le monde vote le plus possible, parce que bien entendu, plus vos représentants et plus la représentativité de vos organisations syndicales sont assises sur un nombre de suffrages très important, et plus ça a de poids à Lucans, mais également auprès des tutelles. Et donc, voilà, vous allez avoir un vote électronique. Donc, mettez-vous un petit rappel dans votre semaine chargée d'agents de direction pour pouvoir voter. Ça prend quelques minutes, mais c'est très important pour vous et pour le fonctionnement général de notre belle institution sécurité sociale. Voilà, merci encore. Merci Léonard. Bah, Oui, écoutez, voilà, vous juste, avez mis dans vos agendas la semaine du 4 au 8. On aura les résultats donc normalement le 8 novembre après-midi. Et effectivement, c'est l'institution et le dialogue social de l'institution qui en dépend parce que si on n'a pas des syndicats bien élus, ça va être un petit peu compliqué ensuite de peser devant la tutelle, on va dire. Voilà. Bien, bah écoutez, nous arrivons, s'il n'y a pas d'autres questions, réactions, au terme de cette visio, ce webinaire qui sera disponible en replay. Hein, donc, il sera sur le site du SADEOS, relayé sur LinkedIn. Et donc, tous les agents de direction pourront le regarder à loisir quand ils seront pleinement disponibles. Nous en ferons un autre à la rentrée, en tenant compte de l'actualité, bien sûr, sur la classification et aussi, bien sûr, des éléments que nous aurons pu avoir sur le questionnaire. Il nous reste à l'équipe du Snadeos, donc vous souhaite une bonne fin de journée, pour peut-être certains d'entre vous bientôt de bonnes vacances. Bon courage dans vos fonctions et on est toujours présent. N'hésitez pas à nous contacter et plus que jamais, donc
On va défendre la situation des gens de direction et on est au combat, toujours dans un esprit constructif et responsable. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.